de dire ça, parce que ce sont des personnes dont on peut considérer qu'elles ne sont potentiellement pas promptes à rentrer dans des dynamiques très conflictuelles avec leur hiérarchie, à se mobiliser. J'ai montré dans ma thèse, à partir d'un traitement statistique des résultats des élections professionnelles, que l'implantation syndicale, elle était plus faible dans l'enseigne low cost de bricolage que j'ai étudiée par rapport aux enseignes classiques du même secteur, avec beaucoup plus d'élus qui sont non affiliés à un syndicat, à une organisation syndicale. Mais on observe quand même, quand on est sur le terrain, on observe que des collectifs et des formes de résistance se mettent quand même en place, même s'ils ne sont pas organisés syndicalement. Je vais parler d'abord des vecteurs de collectif, parce que, alors moi, c'est une question qui m'a vraiment passionnée, c'est qu'est-ce qui fait collectif dans une organisation de travail, à une heure où on raconte beaucoup que les collectifs de travail sont malmenés, détricotés, atomisés, fragilisés par tout un tas d'évolutions du management. Ce qui est vrai, hein. Par ailleurs, je ne suis pas là pour critiquer cette idée. En revanche, mes observations ont montré que ces collectifs de travail n'étaient quand même pas totalement morts, qu'il subsistait des dynamiques collectives et qu'il fallait un petit peu identifier les mécanismes, en fait. Qu'est-ce qui fait collectif au travail ? Moi, ce que j'observe dans le low-cost, c'est que malgré des conditions de travail qui sont extrêmement dégradées, qui peuvent isoler les salariés, il y a aussi des possibilités de se fédérer. Par exemple, la polyvalence et la réduction des effectifs, qu'est-ce que ça fait au travail ? Ça intensifie le travail. Ça génère des situations de travail dans l'urgence. Et on voit bien, en disant ces termes, à quel point ça peut isoler les salariés. Mais ce sont aussi des situations qui, parce qu'elles génèrent de la souffrance, peuvent forcer l'entraide et la solidarité entre salariés, qui vont du coup rentrer dans des rapports de solidarité, d'entraide, se filer des coups de main quand il y a des coups de bourre, quand le travail est particulièrement difficile. Le fait qu'il n'y ait pas de formation, ça incite aussi les jeunes et les anciens à rentrer dans des interactions de transmission, en fait. Avec les plus anciens vont former les plus jeunes aux ficelles du métier, notamment comment faire ce métier sans trop y perdre sur le plan de la santé. On observe aussi que malgré la dureté du travail, d'intenses sociabilités, comme des blagues, des discussions, viennent égayer l'activité au quotidien. Tout cela contribue à ce que le travail soit fait, bien sûr, parfois plus efficacement que la manière qui est prescrite par le management, il faut bien le dire, mais ça permet aussi que le travail se fasse de façon moins immédiatement pénible. Donc quand on prend les témoignages des salariés, on observe qu'il y a un nous qui émerge, un nous de métier, parfois un nous nourri de rapports de classe, qui va émerger de façon plus conflictuelle, notamment dans la relation avec la hiérarchie et notamment la relation avec les cadres de magasins. On va trouver par exemple toute une gamme de critiques de cadres par les employés, que les employés s'amusent à tourner en dérision au titre, alors c'est au titre de choses qui sont très spécifiques à ce secteur du bricolage, mais on va toiser les cadres au titre de leur inculture technique. On va se moquer du fait qu'ils ont peur, on va se moquer du fait qu'ils ont peur des clients mécontents, qu'ils ont peur de leurs supérieurs. On va dire qu'ils ne savent pas porter de charges lourdes. Voilà. Tout le monde tous les employés prennent un peu part à ce tissu de mise en cause de la hiérarchie, le plus souvent formulé sur le ton de l'humour et dans le dos des cadres, évidemment. Je voudrais quand même dire que ces collectifs sont quand même capables de nourrir des formes de conflictualité beaucoup plus dirigées contre le management. Mais ces conflictualités, elles ont la particularité d'être diffuses, latentes et éloignées des organisations syndicales. On va trouver tout un tas de pratiques de résistance, comme le fait de passer maître de l'esquive de l'injonction managériale. L'injonction managériale, c'est quand un cadre vient vous trouver pour dire « fais ci, fais ça ». Eh bien, devant lui, on se montre déférent, on dit « oui, on va le faire ». Mais désacraliser assez rapidement l'injonction une fois que les cadres ont le dos tourné. Moi, je sais que quand j'étais stagiaire, j'étais très perméable à l'injonction managériale. Quand un manager, un cadre venait me dire « tu fais ça », je le faisais, je l'exécutais.
Et puis très vite, en fait, ces employés sont venus me voir pour me dire, mais en fait, tu peux faire comme tu veux. Tu peux ne pas trop en faire. En tout cas, tu peux marquer la distance avec l'injonction managériale. Tu es autorisé à le faire. Et c'est là que je me suis mise, enfin ça m'a mise sur la piste de l'idée d'un collectif de travail suffisamment fort en fait pour pouvoir créer cette distance à l'injonction managériale. Donc voilà, devant les cadres, on joue la déférence, on reste en silence, on acquiesce pour mieux, pour mieux faire à sa guise lorsqu'ils auront le dos tourné. Je voudrais citer un politiste qui s'appelle James C. Scott, qui travaille que j'aime beaucoup parce qu'il travaille sur l'ambivalence de la résistance. Et il dirait à propos de ces pratiques de résistance qui ne sont pas complètement ouvertes, mais qui sont un peu floues, il dirait que on ne peut pas tout à fait dire que ces pratiques de résistance entrent dans la catégorie de l'action collective délibérément menée contre ceux qui détiennent le pouvoir, mais on ne peut pas non plus dire que ce sont des actes d'obéissance complète et d'adhésion totale à ce même pouvoir. Ces pratiques un peu ambivalentes, un peu floues, elles se situent finalement entre les deux. Il y a un vaste territoire entre la complète résistance et la complète obéissance. Pour cet auteur, et c'est intéressant, ces pratiques renvoient au fait de, je le cite là, de presser, de caresser les limites de ce qui est permis. Ce sont des actes mineurs de résistance symbolique, apparemment triviaux, mais qui indiquent l'existence d'un espace politique plus large. Ce que j'essaie de montrer, c'est que même si on n'est pas dans des formes de conflictualité comme celles que l'on connaît ou celles auxquelles on pense le plus spontanément, je pense à la manifestation, je pense à l'arrêt de travail, à la grève, je pense au débrayage, etc., on a quand même des pratiques de résistance du quotidien, en fait, de l'ordinaire du travail, qui constituent, à mon sens, un espace politique. Et cet espace politique, il est permis, en quelque sorte, il s'adosse en tout cas sur des collectifs de travail. Je voudrais quand même tempérer mon propos quand je dis qu'il y aurait moins ou pas de mobilisation, notamment syndicale, dans le secteur du low cost. Alors c'était peut-être le cas quand moi j'ai fait mon enquête, parce que c'était autour des années 2015. Il y a quand même des choses qui se sont passées entre-temps. Et je pense surtout que ces mobilisations, elles sont plus difficiles à mettre en œuvre au vu du climat général qui règne dans ces entreprises et notamment des entraves patronales qu'il y a. Je vais quand même citer le travail des syndicats, des organisations syndicales de Lidl en Bretagne, où des mobilisations, par exemple, ont été organisées avec des arrêts de travail en marge des NAO de cette année de 2022. Notamment avec un argument très fort. Alors il y a l'argument de l'inflation, que l'entreprise devait proposer des augmentations de salaire à hauteur de l'inflation, d'autant plus qu'on est sur des catégories de salariés qui ont été applaudis à 20h pendant toute la durée du premier confinement, parce que des salariés essentiels et qui du coup réclament légitimement, en tout cas c'est un argument utilisé par les organisations syndicales, réclament légitimement une part plus juste dans la valeur ajoutée qui a été produite depuis la crise Covid. Je voudrais quand même aussi mentionner qu'une salariée chef de magasin à Lamballe s'est suicidée en 2020, donc chef de magasin Lidl, et que cela fait beaucoup de bruit. Il y a encore quelques semaines, j'ai été interviewée par l'AFP de Rennes à ce sujet, donc c'est une affaire qui continue. En fait, la CGT avait alerté sur les pratiques extrêmement violentes et oppressives de management de la part de la direction, notamment en matière de pression par les chiffres, en pression sur les accidents du travail et même des pressions sur les tentatives de mobilisation et de grève. Il y a des plaintes pour harcèlement et discrimination qui sont actuellement étudiées par la justice. Et cette entreprise, Lidl, elle est par ailleurs déjà mise en examen pour homicide involontaire dans le cas d'un autre suicide de salarié en 2015. Et sa faute inexcusable a été reconnue par la justice sur encore une autre affaire de suicide de salarié qui date cette fois de 2014. Donc on voit bien que ces organisations de travail sont des organisations de travail qui sont totalement tirées par la pression des coûts. Elles génèrent de la souffrance. Elles génèrent aussi des actes absolument dramatiques qui sont en train d'être reconnus par la justice. Et en même temps, on voit qu'il y a de vraies tentatives de mobilisation de la part des organisations syndicales, notamment autour de cette question du mal-être au travail, générée par, selon moi, la réduction des coûts. Mais voilà, il existe quand même une entrave patronale assez forte à l'expression de ces alertes. Ce que je dirais en conclusion,
ma conclusion, elle réside dans le constat que, effectivement, je l'ai dit, le low-cost transforme le travail, et notamment dans le sens d'une grande déqualification de ce travail. Elle s'appuie pour cela plutôt sur des franges assez instables des classes populaires qui sont promptes à accepter ces conditions de travail. On est, selon moi, sur une tendance lourde de l'évolution des mondes de travail, parce que je pense qu'on retrouve cette pression par les coûts dans d'autres mondes professionnels, et d'ailleurs pas forcément des mondes du secteur privé. Je pense aussi au secteur public, qui est tout à fait concerné par des questions de réduction des coûts. Donc voilà, une tendance générale à la réduction du coût du travail, dont le low cost n'est finalement qu'une manifestation. Je pense aussi à l'ubérisation du travail, tout le modèle Uber qui est totalement dans cette dynamique, dans cette philosophie de la réduction des coûts. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que parallèlement à cette offensive sur les conditions de travail et d'emploi, il existe des formes de résistance, alors assez discrètes en ce qui concerne mon terrain, mais qui sont à considérer absolument, parce qu'elles parviennent, même si c'est à la marge, elles parviennent elles aussi à transformer le travail, à lutter contre des prescriptions du management, parce que ces collectifs, même s'ils sont à géométrie variable et parfois traversés de divisions, c'est la vie du collectif, ces collectifs sont probablement des points d'appui pour des mobilisations futures. Un autre point de conclusion sur lequel on pourrait réfléchir réside dans la signification et l'existence, dans la signification de l'existence de ces modèles économiques dans nos sociétés. Que gagne-t-on à tirer au plus bas les prix sans aucune limite? C'est un cercle vicieux parce que, si vous voulez, la dégradation du pouvoir d'achat conduit à l'émergence d'offres toujours plus agressives en termes de prix, tel le low cost, mais d'un autre côté, cette compétition engendre une dégradation des conditions de travail. Elle passe par la pratique de bas salaires qui ne sont pas favorables à la progression du pouvoir d'achat. Donc voilà, la crise du pouvoir d'achat, elle pousse les personnes à consommer au moins cher, à aller vers des offres low cost qui contribuent elles-mêmes à précariser les personnes et à dégrader leurs conditions de travail. Donc vous voyez, le low cost participe pleinement d'une tendance générale à la réduction du coût du travail, mais qui lui assure en quelque sorte une clientèle en fait. C'est ce que deux sociologues, Marnix Dressen et Jean-Pierre Durand, appellent le paradoxe du travailleur consommateur. Consommateur, l'individu peut être intéressé par la réduction des coûts, mais salarié, cela n'est pas tout à fait dans son intérêt, puisque cette baisse de coûts implique dégradation des conditions de travail, intensification du travail et précarisation. Paradoxe qui me semble pouvoir trouver une forme de résolution dans la mobilisation des salariés pour leurs conditions de travail et pour leur salaire, dans les pressions qu'ils sont en capacité d'intimer sur la répartition de la valeur ajoutée qu'ils produisent. Je vous remercie. Merci. Merci Cyrine. Dans la situation, ma place aussi à la discussion. Ton intervention aussi, Cyrine, faisait écho à ce qu'avait repéré au XIXe siècle, et notamment Émile Pouget, lorsqu'il avait fait son petit ouvrage sur le Gokani, sur le sabotage. Le Gokani, c'était, y compris si on doit travailler avec un déambulateur jusqu'à 64, 65, 67 ans, 70 ans. Au Japon, il y a des travailleurs qui travaillent jusqu'à 80, 82 ans et qui ont un deuxième salaire. Le Gokani, c'était l'auto-réduction des cadences infernales. C'était, et pour justement arrêter des cadences infernales, on mettait un sabot de bois dans l'engrenage pour ralentir la production. Le père de Daniel Linhart, sociologue du travail, Roger Linhart, avait écrit un livre qui s'intitulait L'établi. Et il y avait, dans les années 70, les étudiants contestataires s'établissaient dans les usines. Le processus d'établissement, on a des syndiqués, des camarades syndicalistes, je pense à Dominique, qui s'était établi à l'usine Peugeot Citroën de la Jeannet, et qui, pour tenir le coup sur le travail de la chaîne automobile, mettait ce qu'on appelle mettait sur les chaînes, pour tenir le coup moralement et physiquement, des petits
des haïkus, des petits poèmes de japonais de sentences, un petit peu d'apoctègnes et d'aphorismes pour tenir le coup, un peu comme à la manière de Jacques Prévert qui disait, un exemple de petit haïku, c'était cœur de laitue, tous mes vinaigres, ce que c'est dur d'être tendre, pour apporter de la sensibilité et de la sensiblerie dans un monde exempt de sensiblerie et d'humanité. Comment ils avaient un usage intempestif du manche à balai. Le manche à balai permettait, quand on avait le bras long, de pouvoir, avec le balai, tac, décrocher la voiture ou la carcasse de la voiture qui était sur la chaîne automobile, puis pof, la chaîne de production était mise à l'arrêt et ça permettait de souffler, de reprendre un petit peu sa respiration, de son souffle, pour éviter de prévenir. Le manche à balai était une action préventive pour éviter les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Donc ça, c'était quelque chose d'extrêmement salvateur. Et c'est du sabot de bois que vient l'origine du sabotage, qui était une manière non institutionnée, non instituée. Je crois que quand on parle on a eu cette évocation, il y a deux conceptions dans le mouvement ouvrier organisé. Il y a le mouvement organisé, le mouvement ouvrier qui se réclame de l'action politique parlementaire. Et nous, on se situe résolument sur l'action directe économique et non pas sur l'action parlementaire. Jean Jaurès a théorisé l'action politique parlementaire et Émile Pouget, le rédacteur de la Charte d'Amiens, le syndicalisme libre et indépendant, Émile Pouget, lui, a théorisé l'action directe économique comme contre-modèle de dire ce sont producteurs, sauvons-nous nous-mêmes. Suivant l'adage de l'AIT, l'Association internationale des travailleurs,